Merci beaucoup et un grand merci aux organisateurs du colloque et à Hassan, bien sûr, et à François Deroche pour son invitation. Alors là, je me lance un grand défi de parler en français. Ça fait 20 ans ou un peu plus que je n'ai pas parlé en français. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un corpus de manuscrits coraniques copiés durant les premières décennies du IVe siècle après l'Hégire ou XIe siècle, ère commune. J'ai fait une étude détaillée de ces manuscrits dans mon livre sur les Corans de l'Est de l'Iran médiéval et qui sera publié l'année prochaine. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce petit mais intéressant corpus. Je vais les situer sur le continuum des manuscrits coraniques, puis parler des pratiques de copie dans lesquelles ils s'inscrivent, et enfin explorer leur rôle dans la transmission du Coran. Le premier manuscrit actuellement conservé à la British Library a été copié en 427 ou 1035. Au début et à la fin du manuscrit apparaissent respectivement le nom de l'enlumineur et celui du copiste, ce qui constitue la toute première mention de deux noms dans un Coran. Dans le colophon, le copiste Abul Qasim Saïd fait remonter sa lignée professionnelle à Al-Jawhari par l'intermédiaire de son père. Al-Jawhari est le célèbre lexicographe décédé dans la première décennie du XIe siècle, à Nishapur, où il s'était installé après avoir vécu à Bagdad. Nous savons par des sources textuelles qu'Al-Jawhari a copié le Coran à Nishapur et a enseigné la calligraphie, et qu'Abul Qasim Saïd était bien le fils de son élève. Nous voici donc examinant la tradition calligraphique d'Al-Jawhari, qui, selon de nombreuses sources, Al-Tha'alibi et d'autres après lui, possédait une belle écriture, comparable à celle du célèbre wazir et calligraphe abbasside du Xe siècle, Ibn Muqla. Ce Coran, comme d'autres appartenant au même corpus, a été copié en ce que j'appelle le round style script, au style calligraphique rond. Il représente donc l'une des premières traces de la tradition post-koufique. La taille du manuscrit est de 18,5 par 14 cm, presque un format A5, et contient 39 lignes de texte par page. Son usage apparaît être similaire à celle d'un livre moderne, dans le sens qu'on peut le lire confortablement en le tenant à bout de bras. Le deuxième Coran, actuellement conservé au Musée des arts turcs et islamiques, a, comme le premier, été copié en round style avec des voyelles modernes, mais un peu plus tôt, en 401 ou 1010. Son colophon a été falsifié pour donner l'impression qu'il a été copié par le célèbre calligraphe bagdadien du Xe siècle, Ibn al-Bawwab, ceci pour lui donner plus de valeur économique. On y lit copié par Abul Qasim Ali bin Hilal al-Baghdadi, mais en fait le nasab, patronyme d'Ibn al-Bawwab, est Abul Hassan et pas Abul Qasim. Le manuscrit a été exposé en 2017 dans l'exposition The Art of the Quran à Washington, D.C. C'est alors les conservateurs, Massoum Ferhad et Simon Ratting, ont pu examiner de près son colophon et y ont déchiffré le nom al-Buzjani. Si cela est exact, alors ce ne serait autre qu'Abul Qasim bin Abdallah, le descendant d'une famille aristocratique de Nishapur, qui est finalement devenu le maire Raïs de Razna, sous le règne du sultan Ghaznavid Mahmoud. Sa taille de 17 par 12 cm, en plus de la lisibilité de son style d'écriture, rend ce manuscrit parfaitement approprié à un usage en exemplaire individuel, tout comme le troisième manuscrit, qui se trouve également à Istanbul, au musée du palais de Topkapı. Sa taille est de 16,3 par 12 cm. Son colophon a également été falsifié pour donner l'impression qu'il a été copié par le célèbre Ibn al-Bawwab, et il est daté 421-1021.
Le 4e manuscrit, actuellement conservé à la bibliothèque Chester Beatty à Dublin, a été copié en 428, 1036. Sa taille est de 9,3 par 7,7 cm. Ces voyelles, comme celles de tous les manuscrits déjà présentés, ont été notées selon le système moderne que nous connaissons aujourd'hui, ce qui est également le cas du 5e manuscrit qui se trouve actuellement au musée du Palais de Topkapi. Il est copié en round style. Sa taille est de 14 par 10 cm et son colophon est également falsifié. On y lit « Copié par Abu Hanifa », qui est bien sûr le fondateur de l'école juridique hanafite, et ceci en vue d'y injecter de l'autorité religieuse, sunnite spécifiquement. Contrairement à tous les autres manuscrits de ce corpus, qui ont été copiés en un format qui rend aisée la lecture et la récitation, le 6e manuscrit, actuellement conservé à la British Library, a une taille miniature de 7,5 cm, ce qui ne laisse aucun doute qu'il a été conçu pour servir d'amulette. Enfin, le 7e manuscrit, actuellement conservé au musée du Palais de Topkapi, contrairement aux autres manuscrits de ce corpus, a été copié avec le New Style, selon la terminologie de François de Roche, et fait usage du système adopté dans les Corans koufiques pour la notation des voyelles, où l'on emploie des points rouges. Mais malgré cela, la taille du manuscrit, qui est de 28,7 par 20,5 cm, presque un format A4, avec 21 lignes par page, rend sa lecture aisée. Son colophon est falsifié, on y lit, copié par Ja'far bin Muhammad bin Zayn al-Abidin. Ja'far Sadiq, mort en 148, est le 6e imam chiite, bien sûr, et l'arrière-petit-fils du 4e calife Ali. Cette falsification aurait pour but de garantir au manuscrit une authenticité par le moyen d'une appropriation chiite ultérieure. Nous examinons donc ici un corpus coranique ayant bénéficié d'un long patronage et qui a été copié durant les premières décennies du XIe siècle, très probablement à Nishapur ou quelque part entre Nishapur et Razna, à l'époque raznavide, juste après l'abandon de l'écriture koufique dans les pratiques de copie du Coran, et au moment où le papier et le format vertical ont remplacé le parchemin et le format horizontal. Comment ces manuscrits sont-ils liés et de quelle façon s'inscrivent-ils sur le continuum coranique? Les 7 manuscrits possèdent tous en commun certaines caractéristiques visuelles. Certaines de ces caractéristiques sont enracinées dans des traditions coraniques antérieures, tandis que d'autres en reflètent de nouvelles. Je serai brève et n'en soulignerai que quelques-unes. Les configurations visuelles des frontispices, ce qu'on voit maintenant sur l'écran, et des frontispices ont des éléments identiques. Il s'agit à l'origine d'une configuration employée dans les Corans koufiques. Des dessins géométriques forment la structure de base, tandis que des motifs s'inspirant de la vie végétale décorent les espaces vides et les cadres. Le cadre géométrique en treillis se retrouve également dans les manuscrits koufiques, mais ici, il génère des formes géométriques bleues dans lesquelles sont inscrites les asma Allah al-Husna, les 90 noms attribués à Dieu, ou parfois aussi Allah ou Lillah, qui n'apparaissent pas dans les Corans koufiques, même si l'on rencontre antérieurement les formes bleues dans, par exemple, un Coran copié au Xe siècle. On retrouve dans notre corpus une autre nouveauté, c'est la composition des doubles pages, d'ouverture et finale du Coran. Leur décoration prédominante consiste en un cadre enluminé faisant le tour du texte et incorporant les médaillons marginaux de droite et de gauche. Cette composition visuelle des doubles pages a dû se développer en tant que prolongement du frontispice, permettre une entrée progressive dans le monde du divin, tandis que les cadres enluminés des dernières pages invitent à une sortie progressive. Dans notre corpus, les vignettes liées au cadre enluminé, les vignettes qui sont liées à les titres de surah,
et les marqueurs de versets sont en continuité avec le passé. Toutefois, on repère des caractéristiques nouvelles qui sont communes aux 7 manuscrits, telles que les vignettes aux contours polylobés, dont la configuration visuelle, une fois qu'on la confronte à la typologie de François Desroches, basée sur les Corans produits jusqu'au Xe siècle, s'avère être un mélange de 2 types plus anciens. Cela ainsi que la configuration des frontispices, les doubles pages d'ouverture et finale, et d'autres éléments additionnels, suggère l'existence d'une école d'enluminure locale qui serait enracinée dans le passé, tout en marquant une nette rupture avec lui. Formée à partir d'un répertoire mashriqi plus large, cette école se perpétue jusqu'au XIIe siècle pour se transformer en ce que j'appelle le langage visuel coranique de l'Empire ghaznavide. Quelques mots maintenant sur les écritures calligraphiques employées. Contrairement aux enluminures, ces styles marquent une rupture avec l'ancienne tradition koufique établie. 6 de ces 7 Corans ont été copiés avec ce que j'ai appelé le round style, et dont 3 présentent des caractéristiques muhaqqaq, ou ce qui sera connu plus tard sous le nom de style muhaqqaq. 2 sont en round style nasr, avec des inclinations des caractéristiques nasr, et un seul en ce qu'on appelle le new style. L'abandon du koufi et l'adoption de ces écritures lisibles pour la transmission du Coran font l'objet d'un autre article. Pour les besoins de cette présentation, je mentionnerai simplement mon étude détaillée de ces styles d'écriture, qui a montré l'existence d'un processus de codification par lequel se développent graduellement des caractéristiques indépendantes et identifiables des écritures qui seront plus tard désignées par l'appellation al-aqlam al-sitta, ou les 6 stylos. Ce corpus est donc à l'origine d'une nouvelle tradition d'écriture qui deviendra bien établie au cours des siècles suivants. La présentation est un peu lente, je crois le file est un peu lourd. Alors, ce corpus est donc à l'origine d'une nouvelle tradition d'écriture qui deviendra bien établie au cours des siècles suivants. De plus, il reflète une pratique consistant à embellir la parole de Dieu. Les copistes des Corans en question ont appliqué aux écritures informelles quotidiennes des idées esthétiques héritées de la tradition koufique, telles que les proportions et l'uniformisation de la taille et des formes des lettres. Ils ont à la fois été occupés de rendre les manuscrits lisibles et d'économiser de l'espace. Contrairement au Coran koufique de grande taille et contenant très peu de lignes ou au Coran de taille moyenne et contenant plus de lignes, nos manuscrits sont des copies portables destinées à un usage individuel. Elles sont lisibles, accessibles et faciles à manier. Avant d'examiner leur nouveau rôle, il est nécessaire de les contextualiser et de dire quelques mots sur le milieu dans lequel ils s'inscrivent. Les 7 Corans ont sûrement été enluminés dans le même style et probablement par la même personne, dont le nom est inscrit à l'enluminure du frontispice de ce Coran. Abu Mansour Nafi' ibn Abdallah. Abu Mansour avait même répété le même geste, alors pardon, c'est ici le nom de l'enlumineur. Abu Mansour avait même répété le même geste ludique dans 3 Corans, où une vignette chevauche un médaillon marginal, une partie de la vignette est laissée incomplètement dessinée, comme si le médaillon reposait doucement dessus. 2 Corans ont exactement le même en-tête de sourate en New Style. Un d'eux, à son tour, présente une proximité visuelle avec un autre Coran de corpus, et tous 2 possèdent la même fleur de tulipe qu'on retrouve également dans le premier manuscrit, ce qui rapproche encore plus nos Corans en tant que groupe. 2 de ces 7 Corans sont copiés par la même personne, Abul Qasim Ali, dont le nom demeure déchiffrable dans le texte original des colophons falsifiés.
De plus, un des Corans appartient à la même école calligraphique qui présente des caractéristiques muhaqqaq, celui de Abu Hanifa. Nous sommes donc en présence d'un corpus copié et enluminé par un groupe de professionnels dont chacun est spécialisé en une pratique. Une profession supplémentaire apparaît dans l'un des manuscrits, à savoir celle de la personne responsable d'inscrire les signes diacritiques du Coran. Muhammad ibn Abi Zakaria a inscrit les diacritiques à Ajamahu en se conformant à la lecture d'Abi Ubayd al-Qasim bin Sallam, comme le montre ce colophon. Cela signifie qu'au moins 3 personnes ont été impliquées dans la production de ce Coran, dont l'une a été responsable de l'exactitude de la qira'a. Le colophon du premier Coran nous fournit une information supplémentaire et inestimable. Le grand-père d'Abul Qasim Saïd, le copiste de notre Coran, était un alim dont le fils Ibrahim était copiste et enlumineur, ce qui indique que ces 3 personnes de la même famille appartenaient à un milieu intellectuel qui produisait des livres. À l'époque, une personne impliquée dans l'une des diverses branches de la fabrication des livres était appelée un warraq, mot qui dérive de waraq, papier. Nous savons que les ulama et les warraqoun appartenaient au même milieu et que leurs cercles étaient reliés, comme c'était précisément le cas à Nishapur. Les sources biographiques nous informent que les copistes au Khurasan enseignaient la grammaire arabe, le droit et le hadith, et qu'à Nishapur, ils copiaient le Coran. C'est cette élite influente, qui comprenait également des commerçants, des artisans et des fonctionnaires officiels, qui a transformé Nishapur en un centre artistique et culturel. Avec l'augmentation du nombre de ces ulama et madaris, singulier madrasa, école religieuse, cette ville est devenue un important centre de production de connaissances, rivalisant Bagdad et le Caire. C'est dans ce milieu intellectuellement et artistiquement florissant que le Coran a été copié et que son rôle de manuscrit a été façonné. Cela m'amène à la dernière question d'aujourd'hui. Quels sont les éléments présents dans ces Corans qui nous renseignent sur la manière dont ils ont été utilisés? Les marqueurs de texte marginaux constituent l'un de ces indices, bien que les marqueurs de versets aient été employés dans les manuscrits koufiques antérieurs, bien sûr. Ils sont ici plus développés, avec des nouvelles divisions de texte. En plus des divisions en 4 et 30 ajza, comme c'était courant dans les Corans koufiques, on retrouve ici des divisions en 7 et en demi-7, toutes les deux rares des Corans des siècles précédents. Si la division du Coran en 30 parties facilite sa lecture ou sa récitation en un mois, sa division en 7 parties fournit un plan de lecture hebdomadaire. De plus, les heures de prière sont marquées dans les marges. Une division que je n'ai pas rencontrée dans les Corans koufiques et qui segmente le Coran en fonction des 5 prières quotidiennes, tout en fournissant un plan de lecture qui passe du quotidien au mensuel. Des décennies plus tard, nous verrons apparaître également dans les Corans ghaznavides un plan de lecture annuel aussi. L'introduction des plans de lecture est un indice supplémentaire qui suggère que ces manuscrits servaient à un usage pratique, au-delà du rôle de dispositif mnémotechnique que l'on attribue généralement aux manuscrits coraniques. Le corpus que j'ai présenté aujourd'hui indique que les manuscrits jouaient un rôle qui ne se limitait pas à celui d'aide-mémoire. C'est en s'appuyant davantage sur le livre matériel que des conseils sont fournis à travers le texte. Étant donné que ces exemplaires individuels sont relativement en bon état, ils doivent donc avoir été utilisés par une seule personne à la fois, surtout qu'un nombre de traditions parlent favorablement des lectures coraniques en groupe, dans lesquelles une personne fait la lecture à voix haute. Afin d'étudier ou de mémoriser le Coran, c'est soit l'élève qui lit à son maître, soit l'inverse,
Et dans le cas où les deux personnes posséderaient le même niveau d'instruction, alors l'une d'elles lie à l'autre en vue d'un apprentissage commun. L'idée, c'est qu'une personne récite le Coran afin de l'étudier tandis que les autres l'écoutent. Il y a dans ces Corans un élément supplémentaire qui nous enseigne sur leur rôle. Sur un folio, au début du premier Coran, est inscrit 321 660 000 lettres, et on retrouve le même nombre dans le dernier Coran, précédé par l'indication suivante, 114 sourates, 6235 ayats, 70 731 mots, et dans le troisième Coran, 6235 ayats et ce qui semble être 321 000 quelque chose lettres. Ces folios reflètent une pratique appelée Alm al-Ad, qui est la science de compter les sourates, les ayats, les mots et les lettres du Coran. Elle fait partie des Ulum al-Qur'an et elle est spécifiquement liée au Alm al-Qira'at, la science des différentes lectures. La Qira'a fait référence, bien sûr, à une lecture spécifique du Coran qui suit l'une des différentes traditions de la transmission orale qui remonte aux récitants ou aux écoles de récitation. La lecture adoptée dans notre corpus est proche de celle du Basra, mais pas tout à fait. Il s'agit le plus probablement d'une lecture qui s'est développée localement. Ces pages de type table des matières fournissent une représentation visuelle de la lecture coranique afin de garantir que la récitation soit correcte. Elles accomplissent cela à l'aide d'une configuration en forme de diagramme, établissant ainsi une relation à la fois avec le texte et avec l'enluminure. Elles sont similaires aux vignettes et aux marqueurs de versets, en ce qu'elles marquent le texte en introduisant ses composants et surtout la pratique de récitation qui lui correspond. De même que les configurations en forme de diagramme qu'on retrouve sur les rouleaux et les objets qui servent d'amulettes, elles rendent visible un ordre invisible, ordre qui ici est surtout auditif. C'est dans une madrasa, école religieuse, que la science de la prononciation correcte du Coran, tajwid, et le ilm al-qira'a sont enseignés, et ceci dans le cadre des études textuelles du Coran. De nombreuses écoles ont été construites à Nishapur pour consolider l'orthodoxie sunnite, et de nombreux théologiens s'y sont installés. L'atmosphère de la ville était donc propice aux débats religieux, et parfois aussi, bien sûr, à des conflits sunnites intérieurs. Diverses lectures coraniques, le Arad, le Tanqid, ainsi que l'exégèse, y ont proliféré, Ulum al-Qur'an en général, en fait. Tous ces facteurs ont transformé Nishapur en un centre d'études coraniques et théologiques. Dans un tel contexte, il n'est pas difficile d'imaginer notre corpus jouant un rôle dans les discours théologiques de l'époque. J'espère que le corpus présenté aujourd'hui a apporté un éclairage sur le rôle des manuscrits coraniques, sur leur matérialité, ainsi que sur les manières dont leurs propriétaires les ont utilisés. Des questions débattues dès le 7e siècle ou 8e siècle, des hadiths de types divers parlent, entre autres sujets, du maniement du Coran, de son parfumage, de sa vente. Notre corpus Ghaznavid se situe non seulement sur un continuum entre deux traditions visuelles coraniques bien établies, mais aussi au début d'une pratique nouvelle dans laquelle le Coran joue un rôle dans un contexte d'érudition religieuse qui reflète l'éthos de l'époque et de la ville dans laquelle il a été copié et utilisé. Enfin, notre relation à la matérialité du Coran n'a jamais été statique. Elle ne cesse d'évoluer au fur et à mesure des appropriations dont ces manuscrits font l'objet dans leur vie posthume, leur remodelage, leur rebondissement à l'époque moderne ou leur exposition 1000 ans plus tard. Merci. Un grand merci.